notre panel d'Est en Ouest avec les politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Mais on accueille aussi ce soir du côté de l'Atlantique le professeur en sciences politiques à l'Université de Moncton, Roger Ouellette. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous trois. Plaisir. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Stéphanie, à Toronto, parce que les chefs Justin Trudeau et Erin O'Toole ont fait campagne en Ontario aujourd'hui. Toronto Star, je veux vous parler de ça, rapporte que le premier ministre Doug Ford et Justin Trudeau auraient conçu un pacte de non-agression pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça et quel effet ça pourrait avoir sur la campagne électorale en Ontario? Oui, ça va faire changement de l'élection de 2019 où le Parti progressiste conservateur et le Parti libéral étaient à couteau tiré et où Doug Ford était persona non grata un peu partout dans la couronne de Toronto. On peut penser d'une part qu'on ne voit pas d'intérêt de part ni d'autre à être en agression ouverte. On est non seulement en élection fédérale, mais l'année prochaine, il y aura aussi des élections provinciales en Ontario et on sait que Doug Ford est en assez mauvaise posture actuellement. Les Ontariens sont assez frustrés, notamment de la gestion de la troisième vague de COVID-19 par le gouvernement provincial. Il y a peut-être autre chose qui se trame à l'horizon, notamment la possibilité qu'un accord soit signé au lendemain des élections sur la question des fameuses places de garderie à 10 $. Il y a énormément de familles ontariennes qui pourraient bénéficier de cette entente bilatérale et donc peut-être que M. Ford espère que M. Trudeau soit en mesure après les élections de signer cette entente auprès de son gouvernement. Oui, genre d'entente comme il y a eu déjà avec le Québec. Je vais aller à vous, Roger Ouellette, parce qu'en Nouvelle-Écosse, les électeurs se rendaient aux urnes aujourd'hui. Les derniers sondages montraient une lutte serrée entre les libéraux et les conservateurs, mais les néo-démocrates étaient aussi en croissance. Quel pourrait être l'impact de cette élection en Nouvelle-Écosse sur la campagne électorale fédérale en Atlantique? C'est une excellente question. Habituellement, il n'y a pas vraiment un impact direct entre le provincial et le fédéral. Il faut se rappeler, par exemple, au Nouveau-Brunswick, on a un gouvernement conservateur de M. Hicks qui est minoritaire. Il a voulu être majoritaire. On a un gouvernement minoritaire libéral à Ottawa. Donc, il n'y a pas eu d'impact comme tel. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une course serrée maintenant en Nouvelle-Écosse. Les libéraux avaient une bonne longueur d'avance. Les derniers sondages Main Street disent à peu près 2 points d'écart entre les libéraux et les conservateurs. Troisième, bien positionné, le NPD. Alors, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui peut se passer au niveau de la scène fédérale, à savoir qu'au moment où je vous parle, les libéraux ont une très grande avance partout en Atlantique, y compris en Nouvelle-Écosse. Est-ce que ça peut se resserrer? Est-ce que la bonne performance du NPD qui remonte dans les sondages au niveau national, ça se traduit dans les régions aussi, est-ce que ça peut faire mal aux libéraux en Atlantique? J'ai pas les réponses à ces questions, mais ce qui est sûr, c'est des élections qui s'annoncent intéressantes au niveau national. Et l'Atlantique, évidemment, c'est seulement 32. Mais si M. Trudeau veut sa fameuse majorité aller chercher ses 15 sièges, il doit aller en Atlantique, garder tout ce qu'il a et faire quelques gains. Oui, c'est la raison pour laquelle on suit de très près ces élections en Nouvelle-Écosse. Frédéric, maintenant, dans l'Ouest canadien, le chef néo-démocrate, Jock Meeting, était justement en Colombie-Britannique aujourd'hui. Est-ce que le NPD pourrait faire des gains dans la province? Est-ce qu'on pourrait assister à des luttes à trois? Comment ça se dessine, la course en Colombie-Britannique? Parce que c'est un des champs de bataille de cette élection. Oui, c'est un des champs de bataille et c'est surtout Vancouver et la grande région de Vancouver, également l'île de Victoria, parce que la Colombie-Britannique de l'intérieur avait voté assez massivement pour les conservateurs et on ne voit pas nécessairement de changement, même s'il y a une baisse des conservateurs dans les sondages et les intentions de vote. Et c'est là que les courses vont peut-être se dérouler du côté de Vancouver, dans certaines circonscriptions comme Port-Maudit-Coquitlam, où on a 3 partis qui, lors de la dernière élection en 2019, avec des conservateurs qui ont gagné avec 31% des voix, suivis par des néo-démocrates à 30% et le libéral à 29%. Vous voyez donc que s'il y a un changement, disons, dans l'appui du vote conservateur, les néo-démocrates ou les libéraux pourraient en profiter. Même si pour le moment, on a l'impression que c'est surtout les libéraux qui pourraient profiter, disons, de l'impopularité des conservateurs. Et aussi, il faut ajouter un autre élément,
les Verts. Les Verts qui sont dans des querelles internes, est-ce que ça va avoir un effet sur les 2 sièges verts en Colombie-Britannique? Ça pourrait donc faire en sorte que les Verts, une partie du vote des Verts se dirige ou bien vers les libéraux ou bien vers les néo-démocrates, d'où le fait que Jack Minton va courtiser très fortement la Colombie-Britannique. Et Justin Trudeau, en fait, est déjà commencé, même avant l'élection. On l'a vu souvent avec John Horgan, parler de transport, l'entente aussi sur des programmes de garderie. Donc, il y a une lutte intense entre les partis là, qui va se développer en Colombie-Britannique. Bon, ça trace le portrait quand même assez général. J'aimerais vous entendre sur les circonscriptions à surveiller, maintenant plus précisément. Stéphanie, du côté de l'Ontario, on parle souvent des banlieues de Toronto comme d'un terrain de bataille important dans la campagne électorale. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour les partis de faire des gains en banlieue de Toronto. Pourquoi vraiment on risque de voir beaucoup des candidats dans ces circonscriptions? Oui, le 4-5-0, comme on l'appelle, et si on a inclus Grand Toronto, c'est une simple question de mathématiques, c'est un peu plus de 50 sièges qui s'y trouvent. Et donc, évidemment, dans un Parlement de 338 sièges, 50 sièges, c'est énorme. C'est une des raisons pour lesquelles le Grand Toronto est toujours très fortement courtisé à la fois par les libéraux, les conservateurs, surtout dans la couronne, la fameuse Ford Nation. Mais les néo-démocrates, cette année, espèrent faire des gains, notamment au centre-ville. Il y a la circonscription de Davenport, qui est présentement libérale, qu'on aimerait ramener dans le giron néo-démocrate. C'était dans cette région-là que Jack Layton avait été élu à de nombreuses reprises. Toutefois, en Ontario, les néo-démocrates espèrent aussi refaire des gains dans le nord et dans le sud de la province. Il y aura des circonscriptions à surveiller dans les régions syndicalistes. On parle de Sudbury, Nickel Belt. On parle aussi de Windsor, Hamilton, Oshawa. Donc, des régions où il y a évidemment là, des manufactures ainsi que les mines dans le nord de l'Ontario qui avaient quitté le giron néo-démocrate en 2019. Donc, M. Singh aurait des gains à faire assez importants cette année s'il joue bien ses cartes. Roger Ouellet, du côté de l'Atlantique, quelles circonscriptions on devrait surveiller ou on devrait avoir des luttes les plus serrées, selon vous? Bien, on va aller d'abord à Terre-Neuve. Saint-Jean-Est est détenu par le NPD depuis très longtemps. Alors, c'est sûr que les libéraux aimeraient faire un gain là, mais je pense que le NPD va travailler fort pour garder ce siège. En Nouvelle-Écosse, il y a également un siège conservateur dans West Nova. Là aussi, c'est une lutte serrée qui se dessine. Les libéraux aimeraient faire un gain dans cette circonscription. L'île du Prince-Édouard, c'est libéral. On ne voit pas vraiment de possibilités. Le Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup plus intéressant, plus compétitif. Donc, actuellement, il y a 7 sièges détenus par les libéraux. Il faut se rappeler que les Verts avaient fait une percée historique aux dernières élections dans Fredericton. La députée verte est passée chez les libéraux, donc on voudra garder les libéraux ce siège important pour eux. Donc, ça fait quand même pas mal de circonscriptions à surveiller du côté de l'Atlantique. Frédéric, vous êtes à Edmonton. On sait que les libéraux sont disparus de la carte électorale aux dernières élections en Alberta. Ils ont l'intention de reprendre le terrain perdu en misant entre autres sur l'impopularité de Jason Kenney. À quoi on peut s'attendre en Alberta? Il nous reste à peu près 30 secondes. Il faut surveiller 2 circonscriptions du côté d'Edmonton, Edmonton Sound, Edmonton Millwoods, qui étaient tombés dans les mains des libéraux en 2015, mais qu'ils ont perdu en 2019. Est-ce que les libéraux sont capables de les reprendre? Et du côté de Calgary, les mêmes circonscriptions aussi qui en 2015 étaient tombées du côté des libéraux et qu'on a perdu en 2019, est-ce qu'on est capable de les reprendre? Je pense que symboliquement, si les libéraux veulent avoir une légitimité là, avec une majorité là, qui et des sièges dans l'Ouest, c'est ces circonscriptions-là qu'ils doivent reprendre. À suivre. Donc, ça dresse pour ce début de campagne électorale, en tout cas, le portrait dans l'ensemble du pays avec ce panel d'Est en Ouest. Stéphanie Chouinard, Frédéric Boily et Roger Ouellet. Merci beaucoup pour vos lumières sur le terrain et on se retrouve mardi prochain. Merci.